C'est parti pour le débrief de Smart Tech. Aujourd'hui, autour de la table, Margarita Zlatkova, bonjour. Bonjour. Directrice data programmatique chez Weborama. À côté de vous, Julien Pillot, bonjour. Bonjour Delphine. Consultant enseignant-chercheur en économie INSEC. Et Alain Garnier, bonjour Alain. Bonjour Delphine. Président fondateur de Jamespot. Alors, on va confronter nos points de vue sur la victoire de Trump et d'Elon Musk, parce que nous, on s'intéresse aussi à Elon Musk, en particulier dans Smart Tech. On va parler aussi de ChatGPT Search et de ses premiers pas, de l'État aussi qui rachète ASN, donc dans les câbles sous-marins. Mais on commence avec Algo Victima, un collectif de 7 familles qui attaque TikTok en France. Alors, c'est au départ une information qui a été révélée par France Info. Pour en savoir plus, eh bien, nous sommes connectés avec Maître Laure Boutron-Marmion, avocate au barreau de Paris, engagée depuis longtemps dans la défense des mineurs. Vous avez décidé, Maître, de fonder Algo Victima, donc une cellule d'accompagnement juridique et judiciaire des victimes des réseaux sociaux et de leurs familles. De quoi les réseaux sociaux sont-ils coupables selon vous ? Alors, vaste question. Raison pour laquelle, effectivement, j'ai créé Algos Victima il y a quelques mois. Tout est parti d'un constat assez net que j'ai fait il y a presque 2 ans, de ce que les familles régulièrement écrivaient au cabinet, m'appelaient avec des questions juridiques assez précises parce que finalement désemparés par une situation qu'ils n'arrivaient plus à contrôler à la maison, des dégâts qui commençaient à devenir majeurs sur la santé de leurs enfants et peu de recours finalement, et puis un personnel de santé souvent très peu conscientisé sur ces sujets-là. Donc, si vous voulez, j'ai créé effectivement cette cellule, si je puis dire, d'accompagnement, Algos Victima, au sein de laquelle nous sommes plusieurs familles à réfléchir, aussi à débattre avec les politiques sur ce qu'il y aurait lieu de faire. Et puis également, l'idée évidemment, c'est d'accompagner aussi judiciairement ces familles-là. Et de là est né aussi le recours qui vient d'être déposé contre TikTok, un recours qui a pour but de saisir la justice française de ces dommages véritablement très nets sur la santé des jeunes, dont 2, je le rappelle, se sont suicidés et ne sont plus là. Et cette idée de se dire, eh bien, à un moment, effectivement, les plateformes, et en l'occurrence là, TikTok, ne peut plus, si vous voulez, s'exonérer d'une responsabilité dans ce qui se passe. Oui, donc chef d'accusation, c'est la dégradation de la santé mentale et physique des enfants. Parlez-nous un peu des familles qui portent plainte. Quelle est leur histoire ? Alors, ces familles, elles ont toutes des histoires finalement assez différentes tout en étant très similaires. C'est-à-dire un jeune, enfin une adolescente, en l'occurrence ce sont toutes des adolescentes, là pour ce qui concerne le recours contre TikTok à cette heure où on se parle, des adolescentes qui très vite vont être confrontées à des contenus qui ne devraient pas circuler sur la plateforme et qui, si vous voulez, les enferment dans cette idée que finalement, c'est pas si grave d'avoir des idées noires, c'est pas si grave de les développer, de les exprimer très clairement, c'est pas si grave de les partager avec une sorte de communauté secrète, que se scarifier, ça peut être très très bon à la santé. Et on en arrive si vous voulez, à des états de santé dégradés terribles. Pourquoi ? Parce que, évidemment, du fait de la rythmique de ces produits digitaux qui, par l'algorithme, abondent de contenus du même type, mais on ne parle pas d'une vidéo, mais à ce compte-là, d'une viralité de vidéos et donc d'un ensemble qui est complètement anxiogène et qui fait que effectivement l'adolescent plonge très vite dans une dépression dont il n'a plus les capacités de se sortir. Alors, comment est-ce que vous dressez cette liste finalement des préjudices vis-à-vis de TikTok ? J'imagine que c'est une liste très précise. Alors ça a été beaucoup de travail en amont, évidemment, vous l'imaginez, puisqu'on ne toque pas à la porte de la justice française avec simplement des affirmations péremptoires. Donc on a tout à la fois évidemment sourcé notre recours de tous les rapports d'autorité qui ont pu être jalonnés ces derniers mois et années sur le sujet. Et puis également, pour chaque famille, on a évidemment fait ce travail de fourmi de retrouver les vidéos
vidéos auxquelles ils ont pu être confrontés, les vidéos publiées qui n'ont jamais été censurées, pour montrer, si vous voulez, aux juges effectivement ce à quoi avaient été confrontés les jeunes. Et puis évidemment, après, on a également démontré l'état de santé dans lequel était chaque jeune, leur histoire, qu'est-ce qui a pu se passer. On est avec des situations où les jeunes ont fait au moins une tentative de suicide, voire plusieurs. On a une petite jeune qui a été en état d'anorexie sévère, qui a quand même perdu la moitié de son poids en l'espace de 6 semaines. Voilà, c'est très sérieux ce qui se passe. Et en fait, ces 7 familles sont l'illustration aussi de tant d'autres adolescents, si vous voulez, qui sont dans cet état balbutiant de mal-être, qu'on porte aussi au recours, si vous voulez, puisque du coup, effectivement, cette famille dénonce, elle, ce qui s'est passé et que les dégâts sont tels qu'elle ne pouvait pas ne pas porter une action en justice, mais elle parle aussi pour toutes les autres. Aujourd'hui, le droit français, il vous permet justement de faire porter la responsabilité sur une plateforme sociale comme TikTok. Pourquoi est-ce que d'ailleurs vous avez porté l'affaire auprès du tribunal judiciaire de Créteil? Vous auriez pu aussi décider de vous appuyer par exemple sur le DSA au niveau européen? Alors, il faut savoir que le DSA est encore très jeune. Et le DSA est une grande avancée effectivement dans ces questions-là, mais pour ce qui concerne en tout cas en plus l'histoire de mes familles, ça ne pouvait pas, en tout cas, je ne pouvais pas me contenter du DSA. Ensuite, nous avons, nous, Français, trop tendance à raisonner avec l'idée de se dire que si on n'a pas une loi, si vous voulez, pour un cas précis, eh bien, finalement, on ne peut pas y aller. Globalement, un petit peu le raisonnement qu'on peut avoir. Je crois qu'il faut quand même beaucoup s'inspirer de nos confrères et consoeurs outre-Manche et outre-Atlantique qui ont une conception beaucoup plus prétorienne du droit et donc avec une idée beaucoup plus qui est de se dire que aussi les juges sont là pour aussi ils sont la bouche de la loi et moi, si vous voulez, je ne fais ni plus ni moins qu'un recours en responsabilité en me rebasant sur les principes essentiels de la responsabilité civile délictuelle en France. Et je pars du principe que dans la mesure où il s'agit d'une société qui développe un produit sur notre territoire, qui propose un produit à des utilisateurs et que force est de constater que ce produit présente des défaillances puisque l'utilisateur qui l'utilise donc en souffre, eh bien il en doit réparation et point. Donc si vous voulez, oui évidemment qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire sur les questions à se poser sur la notion d'hébergeur de contenu, éditeur de contenu, etc. Mais il n'empêche que lorsque l'on a cette famille qui très concrètement ont des doléances et des souffrances endurées directement par le développement commercial d'une plateforme, eh bien, on peut tout à fait, par les principes essentiels du droit, aller toquer à la porte du juge. Margaretha, vous avez une question peut-être? Oui, effectivement, maître, j'avais une question sur les algorithmes en soi, parce que là, du coup, on parle à des familles et de la responsabilité de TikTok dans ces 7 cas que vous représentez. Je me posais la question si vous portez au travers de ça aussi le fait de la responsabilité de TikTok, du développement même des algos, qui, eux, comme on le sait, sont addictifs. Et on a cette affaire aux États-Unis par les 14 procureurs qui sont en train d'intenter aussi une action. Donc je me demandais si plus profondément, ça n'attaque pas aussi ce sujet-là, qui est un produit qui, par défaut, est nocif pour un certain nombre de personnes en état de vulnérabilité. Ben c'est exactement l'objet de mon recours. Évidemment que pour démontrer le comportement néfaste de la société, si vous voulez, j'explique une chose très simple. C'est à partir du moment où ces entreprises-là développent en conscience un produit qui par nature est addictif et que dans le même temps, elles ne modèrent pas et elles ne régulent pas les contenus qui y circulent, eh bien on allie, si vous voulez, viralité avec danger et on ne peut pas s'étonner des effets directs et des conséquences majeures sur l'état de santé des utilisateurs. En l'occurrence, de tout utilisateur, mais simplement, effectivement, les adolescents, de par leur minorité, sont susceptibles d'une vulnérabilité spécifique qui fait que les effets dévastateurs arrivent très vite.
Bon, je sais que vous allez devoir nous quitter, Maître Boutron-Marmion. Je voulais vous demander quand même, qu'est-ce qu'elles réclament les familles dans cette affaire ? Alors, le recours judiciaire, très directement, elle réclame l'écoute et une oreille attentive de la part du juge français, qu'il analyse nos arguments et puis, évidemment, qu'il analyse l'ensemble de nos pièces, qu'il écoute la douleur des familles, que TikTok soit reconnu par une décision judiciaire française responsable des dommages qui ont été endurés par tous. Et ensuite, l'action a effectivement une vocation indemnitaire, hein, et donc du coup TikTok devra être condamné à régler des dommages et intérêts à l'ensemble de ces familles-là. Et après, plus largement, elles sont tout à fait conscientes, ces familles aussi, que de par le caractère inédit de l'action qui est lancée, du moins sur l'échelle européenne, eh bien, si ce recours-là peut aussi interpeller et permettre à tout parent aussi de réfléchir à cette question-là, je crois qu'elles l'appellent aussi de leur vœu parce qu'elles souffrent tellement qu'elles se disent que si au moins la souffrance de leurs enfants et de ce qui est vécu dans la famille peut servir à d'autres, je crois que ça leur permettra aussi de se reconstruire. Merci beaucoup, Maître Laure Boutron-Marmion. Donc, je rappelle que vous êtes la fondatrice du collectif Algos Victima. On suivra cette affaire, bien évidemment, dans Smartech. Une réaction en plateau, Julien ? Oui, non, je crois que pour synthétiser, il y a 3 niveaux de responsabilité évidemment qui vont se poser et qui sont évidemment pas au même niveau les unes les autres. Mais en premier rideau, il y a évidemment la responsabilité de TikTok et de toutes les autres plateformes de contenus sociaux. Donc évidemment, elles sont soumises à des réglementations qu'elles ne respectent pas toujours en matière de modération, en matière de contrôle des contenus et évidemment en matière de détection et prévention de certains comportements addictifs parce qu'elles en vivent d'une certaine façon. Il y a un deuxième rideau, une responsabilité aussi des autorités publiques qui font passer des réglementations, notamment le DSA, qu'elles doivent être en mesure de pouvoir faire appliquer et si possible de façon extrêmement restrictive et dissuasive. Et puis en troisième rideau, et ça fait pas de moi l'avocat du diable que de le répéter, mais il y a quand même une question de responsabilité parentale. Quand vous mettez un téléphone connecté à Internet et avec un accès libre à ces réseaux-là entre la main de vos enfants, en fait vous leur donnez une boîte de Pandore, quoi. Et s'il n'y a pas un accompagnement parental éducatif extrêmement minutieux et empli de bienveillance, on risque d'avoir des dérapages et des dérapages qui conduisent à des drames en fait. On a aussi besoin d'avoir de la sensibilisation, de la pédagogie. À quoi s'attendre quand on va sur les réseaux sociaux. Il faut aussi un soutien politique. Une réaction, Alain ? Moi, la réaction avec combien de fois, par exemple, il y a eu des gens sur l'action de la régulation sont évidemment pro-business, donc pas de régulation, parce que quand même, ça tuerait le business. Ça tue pas le business, ça tue des gens. Et ça tue des enfants. Et donc, ce qui se passe, c'est que de toute façon, les pro-régulateurs ou ceux qui ne veulent pas de régulation, quand elles n'arrivent pas hanté, c'est-à-dire qu'on prévient avant, alors qu'en plus, TikTok était au courant de ces problèmes-là, ça finit avec des drames humains, avec des morts, et finalement au tribunal quand même. Donc, il y aura de toute façon de la régulation, sauf qu'elle se fera après avoir fait finalement qu'il y ait des drames. Et c'est ça que je trouve vraiment dommage. C'est qu'à un moment donné, on n'inverse pas les valeurs. Moi, je trouve que la vie des enfants est plus importante que le business. Il faut juste le rappeler de temps en temps, plutôt que d'avoir justement, et je trouve cette action tout à fait justifiée, parce que je rappelle que l'État français piétine sur ces questions-là depuis 10 ans. Donc, à un moment donné, l'Europe également, et le DSA est mou. Même aux États-Unis, aujourd'hui, tout le monde aux États-Unis, mais parce qu'on est encore une fois très pro-business. Je pense qu'il faut revenir à la base aussi, peut-être de nos valeurs, si on ne veut pas aller dans le mur. Bon, d'ailleurs, on y part aux États-Unis avec notre sujet élection américaine. Voilà, Donald Trump, nouveau président des États-Unis. Et puis, il y en a un qui s'en réjouit et qui ne s'en cache pas sur la plateforme X, ex-Twitter. C'est Elon Musk qui dit qu'il a hâte de pouvoir servir l'Amérique. Voilà. Et d'ailleurs, dans son discours de victoire, Trump a glorifié véritablement le génie d'Elon Musk. Il dit on a une nouvelle star, une star est née, c'est Elon. Enfin bon, voilà. Donc, que va devenir cet Elon Musk au sein de cette nouvelle administration européenne? Comment vous avez perçu, vous, cette double victoire, finalement, qu'on a vécue en direct sur la plateforme X Alain. On parle de régulation, là c'est justement l'opposé. C'est-à-dire que c'est le libertarien qui a gagné.
C'est-à-dire, c'est l'idée que justement, à la fois le business et la toute-puissance des GAFAM arrivent carrément à la Maison-Blanche. Donc en fait, ce qu'on aurait imaginé, on a souvent dit que les GAFAM... Alors, il n'y est pas encore à la Maison-Blanche, même s'il a posté une photo de lui avec son évier. Bon. Il a en tout cas maintenant l'oreille du président et il fait partie de ces gens qui vont pouvoir faire des choses. Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que les intérêts de Elon Musk et politiques et également individuels vont être démultipliés. Il a déjà une emprise aujourd'hui dans le spatial, dans l'automobile, dans l'énergie, parce que Tesla, c'est moitié de chiffre d'affaires, c'est de l'énergie. On oublie un peu de le dire souvent. C'est pas que des voitures, c'est justement des batteries. Donc la question, c'est quelle autre emprise il va prendre. Il veut. Surtout que c'est des secteurs sur lesquels il y a vraiment des grandes questions de régulation et de réglementation. Mais là, je pense qu'on va être dans une période non régulée. Et moi, ce que je vois comme avenir, je veux dire, il va se précipiter, vu qu'il veut plus de fonctionnaires, à faire travailler ses robots pour remplacer les fonctionnaires. Donc, on voit une espèce de trajectoire de Musk qui peut transformer une Amérique vraiment dystopique si on lui donne 5. Et pourquoi pas 5 années de plus? Pourquoi il ne serait pas le prochain président d'ailleurs? Légalement, il ne peut pas. Légalement, il ne peut pas parce qu'il n'est pas né américain. Donc il y a au moins ce garde-fou le concernant. Elon Musk. Alors, est-ce qu'il sera ou non à la tête d'un ministère de l'efficacité gouvernementale? Alors ça, on verra. Mais... En tout cas, il y a un parallèle effectivement assez intéressant à faire entre ce qu'il a fait dès le lendemain de sa prise de pouvoir de Twitter, qui est depuis devenu X, et ce qu'il pourrait faire avec certaines agences gouvernementales. Lorsqu'il a pris le contrôle de X, il a à peu près licencié, on estime, 90% des équipes de modération et des équipes techniques qu'il jugeait comme étant superflues ou remplaçables par des algorithmes. Il se pourrait qu'il découvre que dans les administrations américaines, notamment les fédérales, il y ait beaucoup de bullshit jobs ou de jobs qui pourraient être remplacés par des algorithmes ou des robots, pourquoi pas. Ce qui poserait vraiment la question de savoir quelles sont les limites que pourrait lui opposer le nouveau et ancien président réélu Trump pour lui dire écoute, t'as pas totalement carte blanche non plus en vérité. Donc il est l'oreille attentive du président Trump. Ce serait à la fois des super économies pour l'État, mais en même temps des super bénéfices pour les entreprises d'Elon Musk. Surtout si c'est lui qui vend la technologie, quoi. Ça, c'est évident. Donc là, il y a évidemment des schémas de conflit d'intérêts qui se profilent, que ce soit à travers ce qu'il peut faire de façon très concrète au niveau des agences gouvernementales, mais aussi par rapport à la gestion de certains marchés publics, dont bénéficient déjà très largement certaines de ces entreprises, notamment SpaceX ou XAI. Donc sincèrement, oui, il y a des questions qui vont se poser, et on peut aussi supposer que les réponses aux questions qu'on se pose aujourd'hui sont déjà apportées en interne au niveau de la stratégie de campagne du camp Trump. Je pense qu'ils ont déjà pensé à des solutions paralégales qui permettront en fait à Elon Musk de pouvoir continuer à jouer ce rôle d'un peu de juge parti, quoi. D'influence. Alors, ce qu'il a fait aussi quand il a repris la plateforme X, c'est qu'il a tout de suite réhabilité le compte de Donald Trump. Absolument. Aussi. Et on a vu comment la plateforme s'est transformée finalement en réseau social d'influence pro-Trump. Justement, ce que je trouve moins intéressant, c'est le fait qu'on est sur deux personnages qui ont une aversion complète pour la régulation, pour les régulateurs, pour la législation en général. Et c'est ce qui s'est passé avec X, en fait. Le fait de faire supprimer les modérateurs, c'était aussi sous couvert de l'expression libre et la liberté d'expression, c'est de donner aussi libre cours à cette capacité à exprimer ce qui porte les intérêts, que ce soit de Trump ou d'Elon Musk. Le fait d'avoir recalibré les algos, ce qui est quasiment sûr, pour faire ressortir ses propres posts, il a quand même plus de 200 millions de followers, pour effectivement faire... cacher un petit peu les posts de Kamala Harris pour qu'ils soient moins visibles, pour que les siens soient portés avec beaucoup plus de viralité. Et effectivement, ça démontre la puissance que peut avoir Elon Musk. Toutes les petites enquêtes du Wall Street Journal qui attestent qu'effectivement, l'algorithme a été modifié pour favoriser ces contenus. Tout à fait. Ouais. Et 3000 messages postés au Trump, énormément. Par Elon Musk. Exactement. Lui tout seul. Et effectivement, on a aussi un autre effet de bord, c'est que ce X va devenir aussi le support de communication future de Donald Trump. On a vu tous les fake news, on a vu tous les deepfakes, en plus, qui sont quasiment tous, pas tous, mais une grande partie attestés, qui vont continuer à abonder cette plateforme-là, et ça donnera encore plus de puissance, je trouve, à tous les deux, pour gouverner cette Amérique effectivement sur
couper des coûts, remplacer des gens, mais aussi gouverner un peu l'état d'esprit d'un pays entier. Ouais. Je voudrais juste relativiser un tout petit peu, parce que déjà, il n'y a vraiment pas grand-chose de nouveau. Je veux dire, des connivences entre le pouvoir politique et le pouvoir médiatique. On a toujours eu des manias de médias qui se sont rapprochés de certains partis ou de certains hommes ou femmes politiques. Ça a toujours existé. Là, on en parle un peu plus parce qu'il s'agit de X et il s'agit de Elon Musk. Mais surtout, il faut peut-être aussi relativiser le pouvoir d'influence que peut avoir une plateforme comme X. Sur X, il y a souvent des débats assez tranchés et pas des gens qui sont à convaincre. En fait, c'est des gens qui sont déjà convaincus, dans un camp ou dans l'autre, blanc ou noir, mais rarement dans la nuance. Donc, en vérité, comme tout le monde n'est pas sur X et que les personnes qui sont sur X, qui sont actives sur X, ne sont plus à convaincre, mais sont plutôt des convaincus qui prêchent pour leur paroisse, en vérité, je pense que si on faisait vraiment une étude extrêmement minutieuse sur le plan scientifique, on se rendrait compte que finalement, l'influence que peut avoir un réseau social comme X, même s'il est aujourd'hui programmé au niveau des algorithmes pour favoriser un camp plutôt que l'autre, sur les résultats de l'élection, serait une influence assez marginale, à mon sens. Ouais, d'autant que ceux qui ne supportent plus justement ce nouvel algorithme s'en vont finalement. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes possibles? Ouais. Juste une remarque, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Julien, jusqu'au moment où la presse, la vraie presse médiatique, reprenne ces contenus-là et leur donne de l'ampleur. Et c'est ça que je trouve moins plus dangereux. La plateforme en elle-même, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, il y a des gens qui sont partis de X de par l'arrivée de Elon Musk, de tout ce qui s'est passé. Par contre, on a vu beaucoup la presse réelle reprendre les contenus de X et leur donner une puissance supplémentaire. Et là, tu touches effectivement un public beaucoup plus large. Absolument. Et c'est là aussi que le journaliste doit faire son travail de fact-checking. Exactement, tout à fait. Ouais. Moi, vraiment, je pense que ce qu'on va voir se profiler, c'est qu'au fond, c'est plutôt l'emprise d'Elon Musk sur le monde et sur sa vision de refaçonner le monde à partir des industries. Parce que, en fait, son vrai projet, c'est pas juste d'avoir un journal en ligne qui s'appelle X, c'est clairement d'aller sur Mars et de faire que l'humanité change de catégorie. Il y a quelque chose de mégalomaniaque chez Musk qui dépasse souvent l'entendement. Et sauf que là, il a accès à la première puissance mondiale qui peut se lancer sur des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer que demain, la conquête sur Mars qu'il essayait de faire avec ses petits bras devienne l'alpha et l'oméga d'une politique américaine. Absolument. C'est vraiment ça, moi, que je vois, c'est-à-dire qu'on est en train de donner à un industriel, finalement, sa capacité de mégalomania et son hubris, parce qu'en plus, il ne faut pas oublier que l'autre, Trump, est également quelqu'un qui a un hubris incroyable et fait fi de la réalité. Donc on va plutôt être là-dedans, c'est-à-dire une dystopie potentielle ou une utopie potentielle sans que la réalité vienne l'arrêter. Alors que d'habitude, en fait, la réalité vient d'arrêter assez vite les gens qui essaient de construire des utopies ou des dystopies. C'est comme si on avait un dictateur qui était arrivé et qui ont donné les clés du pouvoir, quand même, de la première puissance mondiale. Il y a quand même des contre-pouvoirs. Je vous emmène sur le troisième sujet. OpenAI avec ChatGPT, c'est pas forcément le meilleur ami d'Elon Musk, puisque c'est clairement un concurrent et qui est aujourd'hui leader sur le marché. Et donc là, l'actualité sur laquelle je voulais vous faire réagir, c'était ChatGPT Search, je vais y arriver, module de recherche web donc intégré à l'IA générative qu'on connaît. Est-ce qu'il vous semble là que, comme on a pu l'entendre, ça y est, ça devient vraiment un vrai concurrent de Google? Ou est-ce que vous en voyez les limites, comme moi? Parce qu'en vrai, pour l'instant, il y a vraiment beaucoup de limites à l'intégration d'un moteur de recherche et de l'IA générative. Margarita. Si tu me permets. Évidemment. Moi, je pense que ça peut devenir rapidement un concurrent de Google Search. Très honnêtement, il n'y est pas encore, on est d'accord. Il y a plusieurs sujets, plusieurs enjeux qui sont pour moi sont importants. Et le premier, c'est celui de la confiance. Là où on a OpenAI, il se frotte à un géant comme Google qui a la confiance des utilisateurs, des consommateurs. Google fait partie de notre vie quotidienne. À tel point qu'on dit je vais taper sur Google à 300%. J'ai ma petite fille de 8 ans, quand j'ai pas la réponse, elle me dit va vérifier sur Google. Donc c'est très rapidement rentré dans les mœurs de tout le monde. Je pense qu'il y a une question de confiance. Donc ça veut dire pour ChatGPT beaucoup de travail pour créer des modèles qui sont basés sur des données fiables, tout en ayant des données... c'est ça qu'apporte la petite fonctionnalité Search. C'est que justement, il va aller chercher, apporter des liens vers des sources à jour et vérifier. Et vers tous les gros éditeurs aussi de contenu, parce qu'il y a le Financial Times, il y a Le Monde chez nous en France, Axel Springer, Associated Press, etc. Donc ça, c'est une des limites aussi. Aujourd'hui, effectivement, le contenu est très fiable et basé sur des éditeurs, mais en même temps, il est limité. Parce qu'en France, on n'a que Le Monde. Typiquement. Mais il y a quand même un autre... refusé d'ailleurs de négocier plus largement avec d'autres éditeurs français.
Et donc effectivement, on a un autre sujet également aussi. Donc il y a le sujet de fiabilité pour moi, qui est, oui, convaincre les consommateurs que les données sont très bonnes. Et ça, pour une IA, ça veut dire être précis et répondre quasiment à chaque fois dans le bon sens. Mais pour ça, c'est beaucoup plus complexe derrière, parce que si on remplit une IA uniquement avec des sujets qui sont véridiques en quelque sorte, on ne lui donne pas la possibilité d'apprendre ce qui est de mauvaise qualité. Donc en fait, il y a un équilibre à trouver entre de la bonne et de la mauvaise qualité pour que l'IA sache faire la différence entre les deux. Et il y a un autre sujet pour moi qui est beaucoup plus important d'un point de vue économique, qui est aujourd'hui, Google donne la possibilité aux éditeurs de générer du trafic. 99% des sites aujourd'hui de contenu sont monétisés par de la publicité. Donc plus d'utilisateurs, plus de trafic, plus de monétisation et plus de rentabilité. Demain, aujourd'hui, de ce que moi j'ai vu de ChatGPT Search, on arrive directement sur un petit résumé, effectivement on a la source, mais on a toutes les informations qui sont nécessaires, on n'a même pas besoin de scroller, pas besoin de cliquer, pas besoin d'aller sur le site de l'éditeur, ça veut dire moins de trafic. Donc, moins de revenus. Mais qu'est-ce qui se passe si demain, moins de revenus égale disparition des sites éditeurs? D'où proviendra le contenu pour ChatGPT? Je pense qu'on a ici un paradigme qui doit être résolu dans le futur. Effectivement, je pense qu'il y a des réflexions pour dire c'est les algorithmes d'IA qui vont financer les sites éditeurs. C'est pour ça qu'OpenAI a refusé de signer avec des éditeurs, parce qu'ils ne sont pas mis d'accord sur la négociation commerciale. Absolument. Ouais, Julien. Non, mais en fait, tu as quasiment déjà tout dit. Peut-être un petit point de complément. Tant mieux, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Tant mieux, tant mieux. Non, mais peut-être en point de complément, c'est qu'aujourd'hui, on sait monétiser un moteur de recherche. On ne sait pas encore monétiser une intelligence artificielle générative qui ferait ensuite de la recherche et qui deviendrait un outil de référence. Donc on ne sait pas le faire. Donc à un moment donné, il y a quand même l'argent qui fait un peu la loi sur les marchés. Et si on n'arrive pas à trouver des business models qui soient rentables, il est peu probable que cette alternative devienne une alternative dominante. Et puis les vraies problématiques de Google aujourd'hui, elles sont moins sur la problématique que pourrait poser OpenAI Search et d'autres IA génératives qui voudraient faire de la recherche sur Internet, que des problématiques de l'ordre de la régulation, de la mise en conformité de leurs services avec la réglementation, des problématiques antitrust aussi qui se posent à elles un petit peu partout dans le monde, et notamment des deux côtés de l'Atlantique, et puis la concurrence que lui opposent aujourd'hui les réseaux sociaux, et notamment TikTok, notamment auprès des plus jeunes. Ok, on devait parler aussi de l'État qui rachète ASN quand même, parce que je me suis dit qu'Alain Garnier allait apprécier cette déclaration d'Antoine Armand, notre ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui nous dit que cette acquisition, c'est un signal fort qui montre que nous sommes en capacité d'identifier et d'investir dans des activités stratégiques, en l'occurrence numériques. Exactement. En fait, et pour 130 millions d'euros, c'est-à-dire 3 fois rien, on reprend la capacité de souveraineté sur les câbles sous-marins, sachant qu'elle était petit à petit dépossédée, qu'on était en problématique de résilience absolue là-dessus. Donc ça, c'est bien. Ça y est, ça percute au niveau politique, et on s'aperçoit que ça coûte pas si cher, finalement, de se protéger vers la résilience. Voilà. Donc moi, je suis très très content de cette nouvelle. Bravo pour cette action. Nouvelle doctrine. Voilà. Et moi, sur le search, je pense que, contrairement à ce qui a été dit, structurellement, le search by AI est différent et peut transformer et casser la vision qu'on a du search depuis 20 ans. Oui, on a été habitué à un search, c'est 10 liens et je clique, mais le search by AI est structurellement quelque chose qui nous emmène ailleurs, et moi je pense que ça le remplacera. Par contre, ça va être Google qui le fasse. Ça, c'est autre chose. Merci Alain Garnier de Jamespot, Julien Pillot de l'INSEC et Margarita Zlatkova de Weborama. Merci à tous de nous suivre. C'était Smart Tech sur la chaîne Be Smart for Change. À très bientôt.